Moraxenko. Bonjour David Lothar. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Nous a rejoint, ça fait plaisir. Charlotte Jacobsen est avec nous sur le plateau. On va parler du livre de la semaine tout à l'heure. Vous allez nous parler de 35 jours avant l'exécution. C'est tout à l'heure, c'est dans quelques instants. Beaucoup de littérature ce matin. Nous étions avec Marc Holtenauer et Nicolas Feuille tout à l'heure pour Ultimatum. Livre qui sort donc aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies. Je rappelle qu'ils seront dédicaces chez Payot ce soir à partir de 16h, c'est ça ? Non, 15h. 18h. Précisément. Et puis merci évidemment à Mike Verrez d'être avec nous pour Moraxenko. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la musique. Le journal de la musique, les news. Journal de la musique, les news, David Lothar. Et on commence avec Louane. Oui, à quelques semaines de l'Eurovision, d'ailleurs Mike, vous en avez parlé, de la mascotte. La mascotte Louma, j'ai un doute tout d'un coup. Nouvelle mascotte, première fois en tout cas, l'Eurovision. Donc Louane s'apprête à dévoiler Loumo. Voilà. Alors là c'est Louane qui s'apprête un Loumo, des Louma. Sa chanson le 15 mars, on en avait déjà parlé lors de la mi-temps du match France-Écosse du tournoi des 6 nations. Et bien depuis l'annonce de sa participation, elle s'est maintenue dans le top 10 des bookmakers, parce qu'il faut savoir que les bookmakers, ils profitent vraiment de mettre en avant ceux et c'est leur poulain en fait. Et elle a récemment grimpé jusqu'à la 2e place. Je rappelle que personne n'a encore entendu le titre. Donc juste Louane fait déjà bien vendre, mais personne n'a entendu le titre. La Finlande représentée par Erika Wikman avec Ish Kome complète le podium des favoris. D'autres candidats comme ceux de l'Estonie, Israël, Portugal et Belgique figurent aussi parmi les prétendants. Les pronostics se confirmeront-ils ? Verdict donc le 17 mai pour la finale. La Suisse confirmera son poulain, je ne sais pas, que ce sera le 10 mars, sauf faire d'après mes infos. Ça ne veut rien dire. Et il est prévu qu'on reçoive fin du mois. le ou la candidate helvétique qui représentera la Suisse cette année à Bâle. Le marché suisse de la musique continue de croître, David. Oui, on fait les comptes encore au fin février pour le marché musical. Le marché suisse de la musique continue de croître, atteignant 249 millions de francs en 2024, soit une hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Cette progression est portée par le streaming, évidemment, qui représente 91% du chiffre d'affaires total avec 226 millions de francs. C'est beaucoup de chiffres, tout ça, plus 10%. La Suisse, elle, retenez qu'elle se classe 5e en rang mondial concernant le chiffre d'affaires par habitant. Wow. C'est quand même assez hallucinant et c'est génial, moi je suis très fier. Et maintient donc sa 17e place parmi les plus grands marchés musicaux, s'il vous plaît. En revanche, les ventes de CD, bien sûr, poursuivent leur déclin, chutant de 25% pour atteindre leur niveau le plus bas depuis leur apparition dans les années 80. Quelques chiffres encore, le CD pour 2024 c'est 4% de vente, le vinyle 2%, et alors je ne parle même pas de la vidéo qui est 0,1%. Et là, qu'est-ce qu'on peut entendre ? C'est Patton Oxner. On est assez fiers parce que c'est numéro 1, c'est un groupe suisse, numéro 1 actuellement dans le hit parade, et ça fait le 10e album numéro 1 pour le groupe. C'est quand même assez hallucinant pour Patton Oxner. Donc la musique suisse se porte plutôt bien, et chez nous aussi dans le streaming. Très bien, merci David Lothar pour ces news qui font du bien par où ça passe. C'est l'heure du collector, les amis. Collector. Et j'ai oublié la boule à facettes ce matin, désolé. Par contre, ambiance discothèque ce soir avec David Lothar. D'être Luna Park. Un 45 tours sorti en février 1985 par Jean-Pierre Madère, Macumba, extrait de son 2e album Micro Climat. Alors là, c'est un titre écrit par Richard Seff. Je voulais juste mettre un petit point d'honneur sur lui parce que Richard Seff, c'est Les Démons de Minuit d'Image. Richard Seff, c'est également le premier album de Frédéric Goldman Jones. C'est pas n'importe qui. Axel Red également. Alors le tube là viendra le tube de l'été 1985. Et l'histoire a commencé en 1982 où d'abord Jean-Pierre Madère compose justement avec Richard Seff Macumba et initialement devait être proposé à monsieur Philippe Laville qui lui a dit non, moi je refuse, elle est pas pour moi. C'est juste avant qu'il écrive les divas du tape sur des bambous. Voilà, mise de côté, donc elle est retravaillée en 1984, notamment en Italie. Elle ressortira en 85, inspirée, alors là, vous voyez, par Ava Gardner et le film Querelle. La chanson raconte l'histoire d'une femme étrangère contrainte à danser et se prostituer pour survivre. Elle offre sa nuit contre quelques dollars dans un établissement nommé Macumba. L'ambiance redescend, Les paroles encore plus sombres sont adoucies pour en faire un titre bien sûr plus festif, devenu emblématique des années 80. Vous avez certainement dansé dessus au Macumba, mes chers amis. Ah oui, clairement. En tout cas, au Macumba. J'ai fait danser sur ça au Macumba. Il y a longtemps. Il y a longtemps. T'es jeune.
Les jeux, Macumba. Qui n'est pas allé au Macumba hein. Ouais, moi je suis allé quelques fois au Macumba. Celui de Saint-Julien, c'était l'expédition du week-end. Et on en parlait tout à l'heure dans les infos, c'est terminé les Macumba. Le dernier s'est fermé le week-end dernier. C'est fini. Et puis voilà, le titre de Jean-Pierre Madère qui lui monte en cote dans l'hit parade. Parce qu'on parle que de ça, évidemment, on met sa musique. Donc Richard Seff et le co-compositeur Madère seront très contents de reprendre des royalties à la fin de l'année 2025. Il existe une version en anglais. Je vous épargne ça, voilà. Et même en japonais, je vous l'épargne aussi, on garde ça en français. Le livre de la semaine. Et ce matin, Charlotte, vous nous emmenez au rayon polar, thriller, plus exactement, histoire de nous faire frémir et blêmir avec le 3e roman d'un jeune auteur allemand, Takis Furger, l'un des meilleurs journalistes de guerre d'investigation de sa génération, qui sur son temps libre produit des romans à suspense brillants et remarqués, tant par le public que par la critique. Une valeur sûre donc. Vous allez nous parler de 35 jours avant l'exécution. Oui, alors on est très pressé, on n'a plus que 35 jours, donc je vais faire vite. 35 secondes là. 35 secondes. Alors cet auteur, il a été remarqué avec la fraternité Stella. Je parle de Stella parce que Stella était encensée par Joël Dicker himself. Alors on aime Joël Dicker, on va en parler bientôt d'ailleurs. Donc voilà, ça me semblait important d'en parler. L'histoire, alors quelle est cette histoire ? Un homme est condamné à mort à la suite d'un meurtre qu'il a commis, et 18 ans après et 35 jours avant son exécution, c'est sa fille, Molly, qui va tenter de le disculper. Donc c'est un coup de maître de cet auteur qui signe ce thriller qui est très court, 256 pages. L'ambiance de l'Amérique rurale, hein, on est dans le Missouri, est étouffante. Et puis on est dans un compte à rebours absolument impitoyable. Voilà. En guise de mise en bouche, la première phrase. Alors j'aime bien cette première phrase parce que je trouve qu'elle aurait pu naître de la plume d'un certain Thomas Lécuyer, qu'on connaît bien, qui a de multiples casquettes, dont celle de romancier. Tout à fait. Le meurtrier de Casper Rosendale aimait la musique d'Elvis, la tarte au citron meringuée, les matchs des New York Jets et le poirier devant sa caravane. Telles étaient les rumeurs. On racontait parfois n'importe quoi, parfois on exagérait, et parfois Parmi toutes ces rumeurs, l'une au moins était vraie, le meurtrier avait une fille. Voilà, donc cette fille, Molly Carver, 23 ans, elle est shootée au Xanax, elle est bègue, ça va pas bien, elle se met en tête de sauver la vie de son père, alors même qu'elle échoue elle-même à vivre la sienne. Voilà. Alors pour ça, elle va s'infiltrer chez les Rosendale, dont le fils Casper a été soi-disant assassiné par son père pratiquement une vingtaine d'années auparavant. Et elle va être employée de maison pour espionner cette famille endeuillée, certes, mais suspecte à bien des égards. Voilà. Alors, ça nous rappelle cette fameuse femme de ménage, je ne sais pas, alors, si vous avez lu La femme de ménage de McFadden, mais enfin, c'est dans les numéros 1 depuis des mois et des mois et des mois, La femme de ménage 1, 2, 3, voilà, c'est très en vogue, depuis le succès international des thrillers de McFadden. Ce personnage, Molly, n'est pas tout à fait Millie, hein, notre femme de ménage, mais on est clairement dans le même genre, la construction est dynamique, les personnages secondaires sont intrigants, on oscille entre passé et présent, le style est direct, sans fioriture, efficace, et le dénouement surtout est de choc. Voilà. J'aime bien la pochette. Une très belle pochette, effectivement. On choisit la musique avec les pochettes à l'époque, et les bouquins, c'est la pochette, c'est important. Hein, la fourre. La fourre. Ah oui, la pochette. Non, mais ça, en français, la couverture. La cover. La cover. Voilà. Oui, mais ça, tu vois, ça, il est trop chez les disques. Voilà. Chez Calman Levy, sorti au début du mois de février, le 5 février. Je n'ai choisi que des romans qui sont sortis le jour de mon anniversaire. Voilà. 2 secondes pour vous parler d'une petite actu. La sortie du film avec Pio Marmaille et Valeria Bruni Tedeschi qui s'appelle L'attachement. Sublime film, et donc l'occasion de relire le roman dont il a été adapté, L'intimité d'Alice Ferney, qui ressort à cette occasion en poche chez Babel avec la couverture du film en four. En pochette. En pochette. Voilà, en cover. En cover. Thomas sort de ce corps. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte Jacobson. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux,